Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler justement de votre forme avec un invité tout à fait spécialiste en la matière, Renaud Roussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préparateur physique, vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous êtes préparateur physique depuis 29 ans. Vous avez débuté votre carrière en vous occupant de sportifs de haut niveau. Oui, c'est ce que j'ai lu. Comme ça, et puis maintenant, vous conseillez plusieurs personnalités politiques, du showbiz, du monde des affaires. Et j'ai envie de dire, c'est une autre forme de sport. Oui, je suis arrivé à Paris il y a maintenant presque une vingtaine d'années. Et là, c'est-à-dire que vous étiez où avant ? J'étais en Picardie. Ouais. Donc j'avais un club de sport et là, je m'occupais de sportifs. Et puis j'ai décidé de changer d'orientation. Je suis venu à Paris et tout de suite, on va dire, le bouche à oreille a fait son effet et des gens sont venus me contacter. Pour la plupart, perdre du poids parce que voilà, beaucoup de personnalités. Parce que quand on dit préparateur physique, on ne pense pas tout de suite au poids, on pense plutôt à se faire des muscles. Mais même pour les sportifs, vous savez qu'un sportif ne peut pas se permettre de traîner, on va dire, pour un sportif de haut niveau, 5 ou 6 kilos en trop, ça nuit à la performance. Donc les sportifs de haut niveau veulent être, on appelle ça affûtés un peu dans le domaine, donc c'est-à-dire être performant et avoir un rapport poids-puissance idéal. Et du coup, c'est peut-être ça qui va nous amener à votre livre, parce que je rappelle que vous êtes l'auteur du beurre, s'il vous plaît, la méthode 3R, un livre paru aux éditions Grancher, voilà, je le montre. C'est peut-être ça qui vous a amené à vous dire que le sport, ça ne suffit pas pour maigrir, puisque vous coachiez des sportifs. Exactement. Donc en fait, on se dit, à la limite des sportifs, s'ils font du sport, ils vont peut-être maigrir. Eh bien non, il faut aussi une aide alimentaire, en tout cas une alimentation bien ciblée. Exactement. Alors quand on est jeune, sportif, donc on est plein naturellement d'hormones à 20 ans, donc on peut se permettre pas mal d'écarts et ça marche quand même. Mais bien sûr, je me suis vite rendu compte que pour monsieur et madame tout le monde, faire du sport ne faisait pas maigrir, absolument pas. Donc, je me suis rendu compte que c'était uniquement par la voie de la nutrition qu'on pouvait faire perdre du poids à quiconque, qui a 5 kilos à perdre ou 50, peu importe. Mais je n'étais pas satisfait des règles nutritionnelles en vigueur, puisque je n'avais que des résultats éphémères, à peu près comme tous les nutritionnistes. Parce que, en fait, et en même temps, les résultats éphémères, je coupe la parole, allez-y. On dit que tous les régimes, quels qu'ils soient, quelle que soit la méthode, font perdre à peu près la même chose. Et on reprend quasiment tous après, parce qu'il y a en fait finalement un système qui fait que si on ne fait pas attention en permanence, eh bien, on reprend ce poids. Voilà, ce n'est pas faire attention. En fait, on sait aujourd'hui que les régimes amaigrissants ou restrictifs, appelons-les comme on veut, hyperprotéinés, hypocaloriques, hypolipidiques, etc., mènent à 95% d'échecs. Ça, c'est connu. Ouais. Mais on continue à aller dans ce sens-là parce qu'apparemment, on ne sait pas faire autrement. Moi, je ne pouvais pas me satisfaire de ça. Donc, j'ai quitté, on va dire, l'enseignement reçu. Je me suis un peu affranchi de cet enseignement et j'ai repris mon esprit critique, on va dire, et je suis allé chercher pourquoi c'est un taux d'échec pareil, et voilà, je me suis retourné vers la science, et j'ai pendant de longues années épluché la science et toutes ces études, et j'ai remarqué quand même pas mal de petits problèmes dans les études scientifiques. Je me suis rapproché de scientifiques qui pouvaient m'amener autre chose, en tout cas une certaine vérité, qui à moi me paraissait en tout cas une vérité certaine. Donc, et j'ai trouvé que les principes habituels du style mangeons des féculents à chaque repas, diminuons les graisses, ne fonctionnaient pas. C'était ça le problème, que c'était ça la raison de cet échec. C'est surtout les graisses pour lesquelles vous avez envie de réhabiliter. Complètement. Dans ce livre, la méthode de 3R, le titre, c'est du beurre s'il vous plaît, c'est un titre un peu choc. C'est un peu provocateur et c'est un peu un prétexte justement pour amener aux graisses alimentaires, parce que le beurre c'est notre graisse culturelle chez nous en Europe, on va dire, mais toutes les graisses alimentaires de toutes les régions, c'est-à-dire la graisse de coco, etc. Donc toutes ces graisses-là sont absolument vitales. C'est-à-dire que y compris le foie gras ? Ah oui, y compris le foie gras. Alors après, il y a d'autres problèmes idéologiques, etc. Moi, je parle de l'aliment même, à proprement parler. Par exemple, l'huile de palme rouge est un trésor de bienfaits. Ouais. Mais après, le problème, c'est la culture. Est-ce qu'on fait de cette culture ? En même temps, que ce soit l'huile de palme rouge ou l'huile de colza, etc., c'est 100% de lipides. Il faut le rappeler. Oui, quelle que soit la qualité de l'huile. Voilà, vous avez bien fait, c'est 100% de lipides, mais qui n'ont pas du tout les mêmes effets. C'est-à-dire que elles ont chacune des propriétés et des qualités différentes. Et surtout des effets néfastes. Par exemple, l'huile de colza, on sait aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, cette nouvelle science,
que cette huile devient très délétère. Pourquoi ? Parce qu'elle est oxydée par définition. C'est-à-dire que dès les premiers stades de fabrication de l'huile de colza, elle ne peut que s'oxyder. Et le problème, c'est que cette oxydation se propage. Ouais. Donc, l'oxydation comment ? Par l'oxygène, par le contact. Parce qu'on laisse à la lumière ou parce que... D'abord à l'air, le simple contact. Très souvent, on dit que les bouteilles d'huile ne doivent pas être... à la lumière du jour, quand il faut souvent les mettre le plus longtemps dans les placards pour ne pas qu'elles justement subissent cette altération. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec les petits microscopes électroniques, que cette oxydation gagnait du terrain, même à l'intérieur de la bouteille fermée, etc. Donc une fois qu'un acide gras est oxydé, il va contaminer, c'est un peu ce que dit Kate Shanahan, qui est scientifique en épigénétique et qui a préfacé mon livre, appelle l'effet zombie, c'est-à-dire qu'un acide gras oxydé va aller contaminer le voisin qui était sain, qui lui-même va aller contaminer le voisin. C'est comme les zombies qui mordent les éléments vivants et qui deviennent eux-mêmes après zombies. Donc, en contact ou pas, une fois fermé dans la bouteille, ça continue à s'oxyder. Mais quand vous consommez, cette huile oxydée, elle va continuer à oxyder quoi ? Vos propres graisses et notamment votre cholestérol, qui devient à cette condition délétère. Le cholestérol n'est absolument pas délétère, il est vital, il construit nos cellules. Mais il devient délétère dès lors qu'il est oxydé par des graisses elles-mêmes oxydées. Donc attention aux huiles, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est bon dans le fruit ne l'est plus dans la bouteille. C'est-à-dire que les huiles dites polyinsaturées comme noix, colza, pépins de raisin, tournesol, etc. deviennent néfastes par leur effet oxydatif. Alors c'est et non pas l'huile comment on fait d'olive. pour ne pas avoir d'huile oxydée, puisque si on comprend bien Oui. ce que vous dites depuis le départ, c'est que finalement, quelle que soit l'huile, à partir du moment où on la met en bouteille, elle va subir une oxydation. Donc, Alors ce sont les huiles, les huiles dites polyinsaturées d'une certaine construction moléculaire, on va dire. Par exemple, l'huile d'olive n'est pas une huile polyinsaturée, c'est une huile à prédominance monoinsaturée. C'est-à-dire que c'est un peu différent, elle ne s'oxyde pas. L'huile d'olive est très peu oxydable. Donc il faut aller choisir les bonnes graisses alimentaires non oxydables. Et ça, on les trouve, l'huile d'olive ou l'huile de noisette, par exemple. On évite les autres. D'accord. Bon, ça, c'est le conseil, en tout cas, de Renaud Roussel. Tout à fait. Votre livre, on a dit du beurre, s'il vous plaît, la méthode 3R. On va dire ce que c'est dans quelques instants. Vous avez envie aussi de faire le point entre les infos et les intox. Alors, vous dites, est-ce que le gras fait grossir ? Votre réponse, c'est non. Non. Manger calorique, est-ce que ça fait grossir ? Non. Manger moins fait maigrir. Alors là, justement, c'est pour vous, c'est faux. Et puis, alors évidemment, pour le préparateur physique que vous êtes, vous le dites et vous le répétez, le sport, est-ce qu'il fait maigrir ? La réponse est non. Non. Alors sport... ça va justement peut-être interpeller certains, parce que toutes ces personnes qui passent leur vie à faire le tour du parc Monceau ou du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes. Oui, mais combien de personnes Pour les Parisiens, bien sûr, on pense à tous ceux qui nous écoutent en province. Vous savez, en 29 ans de métier, je vois les gens en surpoids, obèses ou léger surpoids, courir, transpirer, se démener, dépenser des milliers de calories, etc. Et pourquoi faire ? Pour ne pas maigrir, parce qu'ils maigrissent de façon très éphémère, ils reprennent du poids. Ça veut bien dire que le sport à lui seul ne fait absolument pas maigrir. Il ne peut faire maigrir que si l'on a adopté une méthode alimentaire efficace qui va permettre à l'organisme de réguler son propre poids, c'est-à-dire de libérer les graisses stockées dans les cellules graisseuses, donc dans nos bourrelets. De transformer finalement cette graisse en énergie. En énergie, mais ça ne se fait pas comme ça. D'accord. Et donc de participer à cette dépense énergétique. Voilà. Il faut que rappeler aussi que en fait, cette dépense énergétique de base, il suffit de respirer, de faire en sorte que nos organes fonctionnent. Le cœur bat, les reins fonctionnent, Exactement. Les poumons respirent, ça représente... Et là, c'est les 2/3, c'est la plus 60%. grosse partie de notre dépense. Donc, Exactement. à la limite, en ne faisant rien, en restant sur son fauteuil, on dépense déjà vous savez, moi, d'énergie. je fais maigrir de nombreuses personnes qui ont le sport en horreur, et ça marche tout aussi bien. C'est-à-dire qu'on peut maigrir sans faire de sport. Il ne faut pas penser qu'on doit absolument aller courir si on n'aime pas courir. Mais par contre, j'ai relevé que vous avez dit, on ne peut pas maigrir. On peut maigrir sans faire de sport, mais finalement, le sport, il sert aussi à quelque chose. Est-ce qu'il va, à part le fait que ça va mettre en forme les gens, est-ce que vous leur donnez peut-être une meilleure sensation Le sport... Est-ce que ça va aider au régime ?
lorsqu'on a choisi de diminuer le sport par définition est bon pour la santé, que l'on perde du poids ou pas. C'est bien de faire fonctionner tous ces organes et les fonctions musculaires et toutes les fonctions régulatrices. Mais dans un objectif de perte de poids, il faut donner à l'organisme l'occasion de libérer ces graisses qui sont enfermées et à clé dans nos petits bourrelets et nos bouées. Donc il faut trouver la clé pour ouvrir les serrures et que ces graisses corporelles puissent être libérées. Et ça se fait sous certaines conditions, et ce n'est surtout pas en ne mangeant pas de graisse qu'on obtient ce résultat. Ouais. Vous avez bien compris dans le livre que ce sont pour moi, et pour de nombreux scientifiques auxquels je me réfère, étant moi-même un non-scientifique, moi je pratique, eh bien, ce sont les sucres, ce que j'appelle les sucres au pluriel, qui vont mettre tous ces acides gras comme un détournement, tous ces sucres, comme un détournement d'énergie dans les cellules adipeuses et les mettre sous clé. Ouais. Et quoi que l'on fasse, on peut courir 3 marathons d'affilée, on ne dépensera pas ces graisses, elles sont sous clé. Donc, si on peut simplement perdre du poids en marchant, en allant travailler normalement, rien que par ses choix alimentaires et non pas le nombre de calories absorbées, c'est tout bénéfice. Donc je le dis, je le répète, c'est la nature des aliments. Nature. Alors les 3 R, la méthode 3 R que vous suggérez, on peut le dire à nos auditeurs et à nos auditrices. Première R, c'est réduisez les sucres. Deuxième, rajoutez des graisses. Et 3e R, rassasiez-vous. On l'a dit à l'instant, réduire les sucres, pour vous, il s'agit de tous les sucres parce que souvent, quand on est sportif, on se dit un bon plat de pâtes avant d'aller courir, c'est excellent. J'ai fait ça pendant des décennies. Et vous, pour vous, maintenant, c'est pas du tout la bonne solution. Non, comme tous les bons élèves, j'ai suivi à la lettre pendant des décennies ces règles. On mange des pâtes avant d'aller faire du sport, et puis pourquoi pas une petite barre de céréales juste avant, et pourquoi pas une pâte d'amande, et pourquoi pas un jus de fruits, ce qui fait que l'on cumule des sucres, et on sait pertinemment aujourd'hui que sur le plan métabolique, c'est une erreur fatale. On devient des machines à faire de la graisse sous l'effet de ces sucres, et les sucres, vous avez raison de le dire, c'est tous les sucres, ce qu'on appelle les glucides. Moi, je préfère les appeler les sucres, c'est plus simple. Hein, les glucides, c'est le sucre, le miel, par exemple, le sucre blanc de table, mais c'est aussi la farine et tout ce que l'on fait avec la farine, le pain, les crêpes, les pancakes, etc. Mais c'est aussi les fruits que lorsqu'on les consomme en excès, les jus de fruits également. Donc, l'ensemble des glucides va brancher l'organisme dans une voie métabolique qui nous oblige à les transformer en graisse et à les stocker et à interdire le déstockage de ces graisses. C'est absolument catastrophique. Et combien de sportifs en fin de carrière se retrouvent avec ce qu'on appelle, vous parliez de foie gras, nous avons, le foie gras, comme les canards, comme les oies, c'est-à-dire qu'on se gave, mais sans le savoir, c'est moins violent. Trop de pâtes, ça finit par stocker du sucre. Parce que vous mangez du sucre blanc ou des pâtes, le sucre final, c'est le même, ça s'appelle le glucose. Ce glucose va rentrer dans la circulation sanguine et l'organisme va le traiter d'une manière urgente. C'est-à-dire c'est une urgence métabolisme d'évacuer ce glucose de sang. Pourquoi ? La fourchette de normalité est très restreinte. Le corps s'abîme sous l'effet de trop de sucre. Et l'organisme est obligé de transformer ces sucres, de les évacuer du sang. Et pour en faire quoi ? Pour les stocker. Pour les stocker essentiellement sous forme de graisse parce que c'est la forme la plus efficace de stockage et c'est un stockage à l'infini. Et ce stockage, donc pour déstocker la graisse, vous suggérez Oui, alors je suggère de manger plus de graisse. Parce que les graisses, en fait. Les graisses participent à la gestion de nos cellules adipeuses. C'est-à-dire que nos cellules adipeuses ne sont pas de simples petits sacs qui se remplissent et qui se vident en fonction d'une dépense calorique. Elles sont beaucoup plus intelligentes que ça. Elles participent, elles ont besoin de graisse alimentaire et d'acides gras pour fonctionner normalement. Et pour qu'elles fonctionnent normalement, il faut en premier lieu faire descendre le taux de sucre qui va faire une réaction hormonale. Tout le monde a entendu parler de l'insuline. Cette insuline est une hormone extrêmement puissante qui est anabolisante et qui va ordonner aux cellules de fabriquer de la graisse. Et c'est cette insuline, qui donne le double ordre de fabriquer de la graisse, de la stocker et surtout de ne pas la déstocker. Donc si on descend son niveau d'insuline en mangeant moins de sucre, les cellules s'ouvrent, les acides gras sortent et on peut les utiliser sous forme d'énergie. Donc il faut baisser les sucres, mais comme on ne veut pas être en hypocalorie, on augmente les consommations de graisse qui vont stimuler, on va dire, ce que j'appelle notre chaudière. Nous sommes,
en tant qu'organisme, une chaudière. On dépense des calories. Vous parliez tout à l'heure du métabolisme. Donc, les graisses vont augmenter le niveau de combustion de cette chaudière. C'est-à-dire que moi, j'ai stimulé comme ça, parce que je vérifie scientifiquement ce que je fais avec mes élèves par des prélèvements biologiques, et les médecins nous donnent les chiffres. Et on va dire que la glande thyroïde, les hormones thyroïdiennes sont le thermostat de notre chaudière. Et il s'avère qu'en baissant les sucres et en montant les graisses alimentaires, on améliore l'état du thermostat et la chaudière brûle beaucoup plus ce qu'on lui met à l'intérieur, c'est-à-dire les aliments. Quand vous dites on diminue les sucres, on l'entend bien, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est assez répété finalement. C'est pas, dans la plupart des régimes alimentaires, on ne suggère pas de s'empiffrer de gâteaux et de sucre blanc et autres farines blanches. En général, c'est un peu ce discours qui est tenu. En général, en gros, les régimes les plus fidèles qui soient, pour pouvoir obtenir un résultat, on dit il faut manger un peu de tout sans c'est l'erreur. Sans exagérer. Oui. Mais pour vous, vous réhabilitez le gras, mais vous n'avez pas peur qu'avec un livre comme ça, sans donner peut-être des quantités... Je donne les quantités, je donne des mesures dans la partie centrale. Parce qu'on dit on peut manger du gras, il ne faut pas non plus aller pousser vers l'exagération. Alors, il faut savoir que... Il y a eu des régimes comme ça qui poussaient vers l'exagération du gras. Non, c'est pas une exagération. La preuve en est que l'organisme, lorsque l'on supprime l'effet des hormones qui vont déstabiliser ce que j'appelle le système de régulation de la graisse corporelle et donc du poids, avec le corps... notamment aussi la leptine, dont on... Voilà, mais bon, là, les auditeurs vont se perdre un peu. Restons sur l'insuline. Et donc, si on baisse, on va dire, la présence de l'insuline, c'est l'hormone reine du système de régulation de la graisse corporelle. Si on lui baisse son niveau, on va dire, de présence, d'importance, on va retrouver tous les systèmes de régulation, y compris la satiété et la faim. Je vous garantis que lorsque l'on mange un repas avec 0 sucre, c'est-à-dire sans pain, sans pâte, mais avec tout ce que l'on veut, comme avocat, légumes, viande grasse, etc. On mange de façon très satisfaisante. On ne va pas manger plus que ce que l'on doit manger. La satiété revient à un plat gras. Sans les sucres, on ne va pas en manger trop. Parce qu'on va manger trop 1 fois, 2 fois, mais après on va réguler, on va arriver à un niveau très satisfaisant. Donc il n'y a pas de crainte à avoir sur un régime hyperlipidique. Absolument pas. Je n'ai jamais rencontré ça en 4 ans d'essais, on va dire, entre guillemets, cliniques avec les résultats. Parce qu'en fait, ces personnes sont encadrées par vous, puisque vous les coachez finalement. Je les coach. Mais si des personnes entendent un discours où on dit, allez-y, faites comme vous voulez, mettez plein de mayonnaise, plein d'avocats, etc., est-ce qu'il faut justement toujours ne pas garder à l'esprit la notion de mesure? La mesure... Il faut faire confiance à la nature, il faut faire confiance à son organisme. Je peux vraiment vous garantir... Au bon sens, en fait. Vous voulez faire confiance au bon sens des... Pas au bon sens de la réflexion, non, au sens de notre instinct et de la régulation naturelle que nous avons tous en nous. Lorsque l'on baisse le niveau de sucre, vous disiez tout à l'heure, tout le monde dit qu'il faut manger moins de sucre. Non, il faut apprendre à faire des repas sans sucre. Les personnes qui prennent du poids, on va dire plus facilement que d'autres... Alors sans sucre, quand vous dites sucre, vous dites... Sucre au pluriel. Oui, mais vous éliminez aussi les fruits ? Je n'élimine pas, je réduis. C'est-à-dire qu'on fait attention, si on mange des fruits, on va éviter les jus de fruits, les smoothies, les sodas qui contiennent énormément de fructose, c'est le sucre du fruit. Donc j'apprends aux gens... qui sont tellement assimilés vite, qui vont directement être transformés en gras, en fait. Vous avez dit le mot juste, c'est vite assimilé. Les personnes qui prennent du poids, on va dire un peu plus facilement que d'autres, sont des personnes qui ont une faculté digestive en raison de leur flore intestinale extrêmement puissante envers ces sucres. C'est-à-dire que ces personnes-là digèrent les sucres beaucoup mieux que les personnes qui sont, on va dire, minces naturellement et qui parfois peuvent manger un peu ce qu'elles veulent. Donc elles vont digérer tous ces sucres, les glucides, d'une façon très rapide et en extraire plus de glucose que d'autres. C'est-à-dire que si on mange même peu de féculents à chaque repas, pour ces personnes-là, on est dans l'échec. Elles ne pourront pas, même en descendant le nombre de calories, elles pourront perdre du poids momentanément, mais ça ne marchera pas. Il faut, pour les personnes qui prennent du poids facilement, absolument apprendre à faire des repas sans sucre, mais des repas qui ne sont pas frugaux. C'est-à-dire qu'on mange vraiment en quantité, à volonté, mais on annihile cet effet de cette hormone ultra puissante de l'insuline et qui s'exerce dès lors que l'on mange peu de féculents. C'est pas manger peu de féculents, c'est en manger peu, mais de temps en temps, on n'en mange pas du tout.
Ouais. Mais ce n'est pas manger moins au total, moins calorique. En fait, c'est ça qui pourrait déclencher finalement un amaigrissement. Absolument. Une personne qui n'arrive pas à perdre du poids, qui a fait des régimes, qui a réduit son niveau métabolique, parce qu'à faire des régimes, on réduit son niveau métabolique, la chaudière fonctionne moins bien, eh bien, cette personne ne va pas pouvoir libérer ses graisses de réserve, même en mangeant peu de glucides, de sucre à chaque repas. Il faut vraiment, à certains moments, stopper l'absorption de glucides. Alors, on va se retrouver avec vous, cher Renaud Roussel, dans un instant. Je rappelle votre livre « Du beurre, s'il vous plaît », un livre paru aux éditions Grancher. On parle de comment essayer de maigrir. De son livre Du beurre, s'il vous plaît, la méthode de 3 R. Vous allez nous le répéter dans un instant, Renaud Roussel, ces fameux 3 R. C'est tout simplement R. Donc, réduisez les sucres, Voilà. R1, la règle 1, R2, rajoutez des graisses, et R3, rassasiez-vous, parce que la satiété est la clé du succès dans un objectif de perte de poids. On ne peut pas perdre du poids de façon pérenne si on n'est pas rassasié, si on ne contente pas son organisme. Il ne faut surtout pas quitter la table en ayant faim. Et donc, finalement, vous nous dites que pas besoin de féculents pour être rassasié. Surtout pas. Les féculents ne sont pas la clé de la satiété. Figurez-vous, ce sont les graisses. Sans graisse, il n'y a pas de satiété qui dure, il n'y a pas de satiété satisfaisante. L'organisme est insatisfait à partir du moment où on ne lui apporte pas l'élément de la satiété qui sont les graisses. Ouais. Et c'est une erreur gravissime de penser que ce sont les féculents qui apportent une satiété. Les féculents, la preuve, essayez de manger une platée de pâtes assez consistante sans graisse. 2 heures après, vous avez faim. Et 3 heures après, c'est les compulsions alimentaires. C'est l'envie de manger, l'envie sucrée. Maintenant, vous réduisez cette quantité de pâtes à son minimum et vous mettez
de la graisse, du fromage, une viande grasse, etc. Là, vous avez une satiété beaucoup plus longue et vous pouvez attendre très facilement le repas suivant sans avoir aucune compulsion alimentaire. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous suggérez au petit déjeuner ? J'ai lu sur votre blog que vous suggérez un truc assez incroyable, ce que vous appelez le café beurre, un excellent moyen pour apporter à l'organisme des nutriments de haute qualité. Et ouais. ça se fait comment, ce café beurre ? Parce que j'ai lu, mais je vous laisse le dire. Oui, alors ce fameux blender. Le café beurre, c'est simple. Il faut avoir un blender parce qu'on sait bien que le gras ne se marie pas avec l'eau. Donc, il suffit de mettre son café dans un blender et vous mettez une belle cuillère à café de beurre dans le blender. Vous mixez tout, le tout, et vous avez là un apport absolument magique d'éléments nutritifs, des bonnes vitamines, des bons minéraux et surtout une satiété. C'est-à-dire que les gens donc on met pas de beurre sur le pain, mais du beurre dans le café. Et alors si, on met du beurre sur le pain, on essaie de mettre même plus de beurre que de pain, c'est-à-dire que on essaie de manger une tartine, si on veut, avec une belle couche de beurre. Il vaut mieux réduire la quantité de pain et augmenter la quantité de graisse alimentaire. Et puis, les choses qui vont apporter la satiété, ce sont les protéines aussi. Donc manger des œufs ou manger du fromage, c'est absolument pas une hérésie. Moi, je mange tous les matins minimum 3 œufs faits au plat. Même si on vous recommande de ne pas en dépasser 2 par semaine, 2 à 4 par semaine. Voilà quelque chose qui n'est pas scientifique. Il n'y a aucun fondement scientifique à cela. Et justement, de grands cardiologues américains sont en train de traverser les États-Unis et de faire des conférences en disant mangez au moins 3 œufs par jour, s'il vous plaît. C'est vrai que des cardiologues. C'est vrai que vous faites beaucoup attention à la science américaine, en fait, aux études scientifiques américaines. C'est pas ce qui est dit forcément chez nous, parce que vous savez qu'il y a eu un plan de nutrition et que dans le fameux PNNS et sur lequel on se base, où on nous dit c'est 5 fruits et légumes par jour, qu'il ne faut pas dépasser tant d'œufs par semaine, qu'il ne faut pas manger plus de 2 fois du poisson dans la semaine, qu'il faut pas manger... Vous savez, on est aujourd'hui... etc. Voilà. Et quel est le résultat de tout cela ? Le résultat est catastrophique. Nous avons aujourd'hui, actuellement, et là aussi, le PNS le dit, et là on peut le prouver scientifiquement, on a les chiffres, 400 personnes par jour sont diagnostiquées diabétiques de type 2. 400 personnes par jour sont diagnostiquées, c'est-à-dire que c'est à force de dire, vous savez, cette fameuse pyramide alimentaire qui a été établie dans les années 70, c'est manger des féculents à chaque repas, encore une fois. Donc, ce que préconise le PNS, le résultat est là. Les maladies cardiaques et cardiovasculaires, AVC y compris, représentent la première cause de mortalité. Le diabète explose et maintenant le prédiabète. C'est-à-dire que quand je dis que 400 personnes sont diagnostiquées par jour en France d'un diabète de type 2, ça veut dire que vous en avez au moins autant qui le deviennent mais qui ne sont pas diagnostiqués, donc pas traités. Ce qui veut dire qu'on a une réserve absolument incommensurable de prédiabétiques. On est en train de voir arriver... Vous allez le voir, de très peu, on voit la vague, ce que j'appelle le tsunami de diabète. La vague arrive, le tsunami est là, le diabète est absolument catastrophique. Et ça, c'est le résultat de manger des féculents à chaque repas. J'en suis certain. C'est manger surtout trop de sucre, parce que quand on préconise on préconise des féculents à chaque repas, selon le fameux PNNS, c'est pas non plus des quantités pentagruéliques. Hein. Ça reste quand même c'est à peu près 80 grammes par repas de féculents, de riz, de pâtes, etc. Mais c'est pas non plus. On vous demande pas de vous jeter sur 3 croissants le matin. Ça j'ai bien compris. Et 400 grammes de pâtes midi et soir. Exactement. Mais donc en fait, il y a un côté raisonnable. Le problème, pour vous, il n'y a pas le côté raisonnable. En fait. Non, c'est pas ça. Ça dépend même pas de ça. Regardons ce que nous dit la science. Ça, ce sont des consensus. Ce que vous venez d'expliquer à l'instant, ce sont des consensus qui n'ont pas de preuves scientifiques. La science nous dit quoi ? Que les sucres vont nourrir repas après repas, les bactéries intestinales, demandez au docteur Donatelli. Oui, ça donne de l'énergie aux bactéries, ça c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui est nourri en premier ? C'est pas vous. Quand vous mangez des sucres au pluriel, prenons la farine, du pain, c'est pas vous que vous nourrissez en premier, ce sont les bactéries. Les bactéries sont servies en premier. Donc, ces bactéries vont se multiplier, vont se développer. Si vous mettez un peu de fructose par-dessus, elles vont adorer, elles vont se multiplier encore plus. Et ces bactéries-là sont responsables de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire toutes ces maladies qui vont découler de cette surpopulation bactérienne qui va nous rendre comme des machines à fabriquer de la graisse. Donc, il faut absolument réduire ces éléments nutritifs pour nos bactéries. On l'a bien compris, Renaud Roussel, vous n'aimez pas le sucre du tout. Les sucres. Les sucres en général. Mais j'en mange. Comme l'émission, on arrive très vite à la fin. Vous préconisez rapidement, donc
quoi pour le déjeuner, petit déjeuner, déjeuner, dîner? Est-ce que vous êtes pour la collation? Est-ce que vous faites partie de ceux qui préconisent de boire beaucoup dans la journée, de l'eau notamment? Alors il faut boire de l'eau suffisamment, on n'est pas obligé surtout pas de boire 3 litres d'eau par jour. Et puis donc je vais vous laisser nous faire un peu un plan d'une journée parfaite pour Renaud Roussel d'un point de vue alimentaire. Mais puisque vous êtes un sportif, nous dire finalement quel sport faut-il faire, combien d'heures de sport par semaine, qu'est-ce que vous préconisez vous Alors, il faut faire ce que l'on a envie de faire. Si je prends mon cas, j'ai horreur de courir. Alors, je ne vais pas courir. J'aime bien faire du vélo, je fais du vélo. Si un jour, j'ai pas envie de faire de sport, j'en fais pas. Si j'ai envie, j'en fais. Je fais ce que j'ai envie de faire. Il y a suffisamment d'activités physiques pour trouver son plaisir. Ping-pong, plongée. Enfin, on fait ce qu'on veut. Si on n'aime pas... la notion de plaisir est très importante. Est capitale. Et si on a une aversion pour le sport, eh bien, on fait pas de sport. On va marcher en forêt avec sa famille. On fait du jardinage, du bricolage. Bref. Le matin... Oui, parce qu'en fait, toute activité physique entraîne une dépense d'énergie. Il faut le rappeler. Voilà, mais cette dépense d'énergie... J'ai lu même que regarder la télé, il y avait un taux d'énergie qui était dépensé, ça m'a fait trop rire. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, ça. Non, c'est pas vous, mais c'est vrai que dans les dépenses de calories... Oui, mais bien sûr. D'abord, voilà, on l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que respirer... Respirer, c'est 60% de la dépense calorique par jour, le métabolisme de base. Donc, comment retrouver cette capacité à réguler la graisse corporelle et le poids en essayant de se concocter de bons repas de temps en temps, sans sucre. Moi, je dis, ne mangez pas du sucre aux 3 repas journaliers. Vous choisissez peut-être de ne pas manger de sucre le soir, pas de manger de féculents le matin, ou si vous êtes en grand surpoids, vous mangez sans sucre 2 repas sur 3. Vous mangez votre tartine de pain le matin. Si vous êtes à un petit déjeuner sucré, vous dites moi les œufs, non, je suis pas très œuf le matin, c'est pas possible pour moi. Dans ce cas-là, je préconise, c'est marqué les proportions dans le livre, dans la partie centrale, la méthode. Vous mangez 3 belles tartines de pain, vous les couvrez de beurre, une bonne couche de beurre, et puis et un peu de confiture si vous voulez, mais les repas suivants, le repas du midi, le repas du soir, vous les construisez de manière à éviter ces sucres qui vont déstabiliser le système de régulation de la graisse corporelle et donc du poids. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Juste pour vous, on le disait, les sports, c'est vrai que dans vos infos intox, vous l'avez dit, vous le répétez, le sport, ça ne fait pas maigrir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs qui sont un petit peu interpellés par ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que ça va encourager beaucoup de gens. Ils vont se dire finalement moi j'en fais jamais, tant mieux. Alors je vais le dire ceux autrement. qui en font tous les jours, ils vont se dire mince, moi je suis pas d'accord avec Renaud Roussel. Si vous voulez que le sport soit une arme absolument efficace dans la perte de poids, il faut adapter la méthode alimentaire qui va avec. Et là, c'est une arme extrêmement efficace. Toute activité physique vous fera perdre du poids si vous adoptez la méthode alimentaire qui permet de perdre du poids. La méthode 3R, par exemple. Et bien voilà, la méthode 3R, elle est dans votre livre, Renaud Roussel du beurre, s'il vous plaît. Un livre paru aux éditions Grancher. Merci infiniment d'être Merci à vous, merci beaucoup. Dans Objectif Santé. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé d'ailleurs. À la semaine prochaine. Vous écoutez RCJ. Pegasus Airlines vous propose le meilleur vol vers Tel Aviv à partir de